Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir Jane Evelyn Atwood aujourd'hui pour une discussion d'environ 1 heure autour de son travail. Aujourd'hui, nous serons 2 éditeurs pour discuter ensemble, Fabienne Pavia du Bec en l'air et moi-même Jordan Alves de l'atelier UXB. Nous avons la chance de partager une aventure commune qui est celle du travail photographique de Jane Evelyn Atwood. Et donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'œuvre de Jane, mais plus particulièrement sur son travail éditorial et sur comment, en rentrant par le sujet photographique et le travail, comment on aboutit à un livre et comment elle a travaillé au fur et à mesure de sa carrière avec différents éditeurs. Et notamment, on va se concentrer sur 4 projets qui me semblent assez forts, 2 publiés par Le Bec en l'air et 2 publiés par l'atelier UXB, un précédemment aux éditions Xavier Barral et puis un plus récent à l'atelier UXB. La discussion sera entrecoupée d'autres petites interactions éditoriales puisque on a la chance d'avoir un certain nombre de livres que Jane a publiés, mais on va malgré tout se concentrer sur 4 titres en particulier et essayer d'en savoir un peu plus à la fois sur ta pratique photographique, Jane, et aussi sur la relation à l'éditeur et à l'inverse, le point de vue de l'éditeur par rapport à sa relation au photographe, à la photographe en l'occurrence. Donc la conversation va commencer par une petite note biographique et qui va nous permettre de recentrer un petit peu l'œuvre de Jane. Et c'est Fabienne qui va s'en charger. Bonjour à tous et à toutes. Quelques éléments biographiques, dont Jane pour commencer, éléments de la biographie officielle que tu ne manqueras peut-être pas de commenter si certains détails ne sont pas exacts. Je connais ta rigueur. Alors Jane, tu es née à New York en 1947 d'une famille, en tout cas d'un père francophile, tu me l'as souvent dit. Si aujourd'hui tu vis en France entre Paris et la Bretagne, tu as gardé un lien avec ton pays où tu te rends régulièrement. Tu t'es installée à Paris en 1971, où tu travaillais alors en journée pour le ministère des PTT, où tu faisais des revues de presse. À l'époque, tu t'es aussi un peu essayée au théâtre, et puis surtout, tu as découvert la photographie. En tout cas, tu as commencé à pratiquer la photographie avec un Nicormat à l'époque. En 1975, une rencontre décisive avec Blondie, une prostituée, avec qui tu vas nouer une relation forte et qui va te permettre de documenter le milieu de la prostitution, rue des Lombards et puis à Pigalle. Tu prends alors parallèlement des cours de technique, de développement à l'American Center de Paris. Tu rencontres le photographe américain Leonard Fritz qui t'encourage à photographier. Tu achètes ton premier Leica. Mais c'est un éditeur allemand, alors que tu vis en France, c'est un éditeur allemand qui le premier publiera la grande série de tes images des prostituées en 1980. Je crois que tu as amené le livre photo que Xavier Barral publiera à son tour dans le magnifique Rue des Lombards, dont va parler Jordan en détail. Dès lors, je dirais que la photographie devient centrale pour toi, devient ta vie, et tu vas enchaîner les reportages avec une particularité, c'est ce qu'on dit souvent de toi, mais c'est tout à fait vrai, celle de longues immersions dans tes sujets, avec à chaque fois ou presque, on le voit sur cette table, des livres à la clé qui mêlent souvent images et textes, car tu fais aussi partie de ces photographes qui aiment écrire et éclairer avec les textes tes images. Pour compléter ce portrait, je dirais que tu es lauréate de nombreux prix, que je ne citerai pas tous, mais je vais quand même citer le prix Eugène Smith, dont tu fus en 1980 la première récipiendaire, le prix Oscar Barnack de Leica Camera, le prix Ernest Haas, un Lucy Award à New York, etc. Tu exposes dans le monde entier, Jane, récemment encore au Japon. Tu animes aussi de nombreux workshops et autres stages, soucieuse que tu es de transmettre ton expérience et d'accompagner les jeunes photographes.
Nous allons donc, au cours de cette discussion, raconter à la fois ce long et beau parcours à travers tes publications, mais aussi, Jordan l'a dit, parler de tes livres. Alors, ces publications, elles sont nombreuses, hein, j'en ai dénombré ce matin 14 en comptant les textes d'entretien, mais je viens même d'en découvrir un que je ne connaissais pas. Même si on va parler de 4, ça nous a paru intéressant d'avoir quasi tout sur la table. Merci d'avoir apporté aussi ces livres. Jordan, je te repasse la parole pour commencer cette première évocation de livres qui ont marqué le parcours de Jane. À moins que Jane veuille déjà rajouter quelque chose. Que je vais aller chercher tout de suite. C'est peut-être intéressant, Jane, que tu nous parles du premier livre qui est Légionnaire. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est quand on va s'intéresser à ces 4 livres en particulier, de comprendre aussi qu'est-ce qui t'a amené à faire ces livres-là, les expériences que tu as eues avec les différents éditeurs, même brièvement, puisqu'en fait, souvent, un livre qui marque, un livre marquant, un livre réussi, c'est aussi d'autres expériences avant et de l'expérimentation, de la recherche pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc, ce premier livre, c'est le premier livre. Donc, parle-nous de celui-là qui amènera donc Rue des Lombards, dont on va parler juste après. Ça, c'était mon tout premier livre, dont j'étais très, très fière, publié en Allemagne en 1980. Et j'avais trouvé un éditeur à New York, j'ai signé un contrat avec cet éditeur. Et quand je rentrais à Paris, à un moment donné, ils arrêtaient de communiquer avec moi et je me suis renseignée et ils disaient que le grand chef n'était pas dans la réunion qui acceptait de faire le livre. Et quand il a vu qu'on avait fait un contrat avec un photographe qui photographiait des femmes prostituées, il disait pas de question, on va pas sortir ce livre. Donc j'ai pris un avocat pour la première fois de ma vie. Une lettre suffisait qu'elle m'a envoyé toutes les photos et qu'on a cassé le contrat. Quand tu fais un livre, tu signes, tu as la moitié de l'avance aux signatures et la moitié quand le livre paraisse. J'avais touché $1,500 au moment de la signature et la lettre a demandé la deuxième partie et on ferait un procès. Tout de suite, ils ont payé la deuxième partie et j'ai acheté un Leica avec. Après, j'ai récupéré toutes mes photos, j'ai cherché un autre éditeur, j'étais complètement triste parce que j'avais dit à tout le monde, mon livre va sortir. Et j'ai trouvé une petite maison d'édition en Allemagne qui a fait ce livre. Ils étaient tout à fait corrects. Ils m'ont fait venir à Munich 2 ou 3 fois pour faire la mise en page et tout. C'est pas très, très bien imprimé, mais c'est sorti avec 3 livres exactement le même format. Une sur l'architecture, une sur le reportage, c'était moi, et un autre sur les essais photographiques. L'idée, c'était que les jeunes pouvaient se payer 3 livres qui représentaient la photographie à ce moment-là. Quelque temps après ça, j'ai commandé mon livre et ils m'ont dit, il n'y en a plus. J'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y en a plus? Vous avez imprimé 10 000. Il y avait un truc de 10 000 livres. Et ils disaient, ils ne me répondaient pas. Et moi, j'ai mon petit frère qui commençait le droit. Il est entré en droit et il m'a dit, je vais te trouver un avocat. Il m'a trouvé un avocat international, quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais que j'ai eu une correspondance avec cette personne par courrier seulement, parce qu'on n'avait même pas le fax à l'époque. Et il a récupéré 17 000 francs, qui pour moi était absolument énorme, mais malheureusement pas de livre. Et donc, c'était des années après, quand l'Internet était inventé, que je me suis mis sur un search thing et ils ont trouvé ces livres. Tu peux le trouver sur l'Internet. J'ai acheté, 30 livres. J'ai jamais payé plus que 18 €, je pense. Ça coûte pas cher. Mais voilà. Avec chaque livre, au début, je me suis juré de jamais fait un autre livre parce que j'ai eu que des mauvaises expériences avec des éditeurs. Donc une première expérience difficile, donc avec 2 avocats. Continuons dans les expériences difficiles. Peut-être tu veux parler de celui-là. Yeah. Celui-ci, c'était... je peux dire que presque tout mon travail, parce que
tout le travail pour lequel je suis connue sont pour la plupart les sujets personnels. Et ça commence par quelque chose de visuel, soit quelque chose que j'ai vu en direct ou quelque chose que j'ai vu à la télé ou dans un magazine ou un journal. Et après, j'ai l'idée, oh, ça m'intéresse de le photographier. Et très vite, je vais faire en sorte que je peux faire les photos. Ça, c'était... j'étais curieux sur la Légion étrangère. J'ai pensé que ça n'existait plus. Et j'étais à Lourdes pour le pèlerinage militaire et j'ai vu un petit groupe de légionnaires qui s'occupaient des personnes âgées. Et je les ai suivis en photo et quand je suis rentrée à Paris, je les ai écrits disant « Est-ce que je peux vous photographier ?» parce qu'ils partaient à Beyrouth. Et eux, ils étaient si naïfs que moi, ils ne savaient pas qu'il fallait passer par le ministère de la Défense. Et donc, ils ont dit « Oui, vous pouvez venir à Beyrouth avec nous. » J'ai dit « OK. » Ça, c'était en 1983. Et je suis allée à Beyrouth et 3 jours après que je suis arrivée, on était bombardés et c'était plus d'obus en août et septembre de 1983 que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été bloquée avec la Légion pendant 6 semaines, c'est comme ça que j'ai pu faire le travail. Mais je ne voulais pas limiter ce livre à Beyrouth. Je voulais que ça soit vraiment la vie quotidienne des légionnaires. Et donc, j'ai resté avec le même régiment. C'était le premier REC, Régiment étranger de cavalerie. Et j'ai descendu à Orange après notre expérience à Beyrouth, qui était hyper dangereux, où il y avait 28 légionnaires tués que j'avais photographiés. Ils m'ont complètement accepté. C'est comme ça que j'étais accepté. C'était grâce à eux. Et donc, j'ai pu faire ce livre. Ça, c'est le train qui va à Lourdes pour le pèlerinage militaire. Et j'ai trouvé cet éditeur, Hologram, ça s'appelait à l'époque. C'était un nouveau éditeur. Il y avait des gens de Magnum qui avaient travaillé avec lui. Et tout le monde était excité parce qu'il avait beaucoup de goût pour l'impression des livres. À l'époque, le peur pour les photographes, c'est que le livre de photos n'allait pas être bien imprimé. Et lui, il faisait en sorte que c'était bien imprimé. Mais quand j'ai commencé à travailler avec lui, au fait, il était une personne de l'extrême droite. Il a voulu faire un livre pro-militaire, qui n'était pas du tout mon propos. Moi, j'ai vu les légionnaires comme un groupe d'hommes un peu particulier qui luttaient de ne pas être à la charge de quelqu'un. Et ils s'engageaient à la Légion pour se sauver leur peau, en quelque sorte. Un tout petit peu comme les prostituées qui font le tapin, si vous voulez. En tout cas, décidément, tes expériences avec les éditeurs n'étaient pas très concluantes au départ. Il était temps que tu nous rencontres, Jane. Tiens, vous racontez le niveau qui était très, très bas à ce moment-là, où j'avais écrit une petite préface où j'ai utilisé le mot « déserte ». J'ai dit, il y a des légionnaires qui désertent, il y a d'autres qui s'engagent, etc., etc. Et cet éditeur a dit, on ne peut pas faire un livre parlant de la Légion et utiliser le mot « déserte ». Personne ne va acheter le livre. Oui, déserté. Déserté, yeah. Et moi, j'ai dit, mais c'est ça qui se passe. Il n'y a pas de quelque chose de mauvais. Et je parlais au téléphone avec cet éditeur et dans le son de loin, c'était lui et un copain à lui qui était, soi-disant, un général dans l'armée française, et il rigolait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu, mon copain parie une nuit avec toi. On ne peut pas utiliser le mot déserté dans un livre. Il parie une nuit avec toi. Donc, à ce moment-là, j'ai raccroché au nez, j'ai encore pris mon avocat et finalement, le livre est sorti comme j'ai voulu. C'est mis en page par Roman Slislevitz, qui était un des grands designers à l'époque. Et le livre est sorti comme j'ai voulu. Mais bon, encore une fois, j'ai dit, je ne vais jamais publier un autre livre parce que c'est tellement horrible, les expériences avec les maisons d'édition. Mais parce que j'adore les livres, j'ai continué à faire les livres. Voilà. Donc, 2 belles expériences positives qui t'ont amené. Est-ce qu'on continue sur les autres livres ou est-ce que tu veux qu'on passe sur. Tu veux parler rapidement des autres livres? Okay, la première très bonne expérience que j'ai eue était avec Le Seuil, avec un designer qui était employé par Le Seuil, Valérie Gauthier, je pense que c'était son nom, et Charlotte, qui travaille avec vous maintenant, elle était au Seuil à ce moment-là. Charlotte Debiol, qui est donc responsable de la chef de fabrication. Oui, et le livre qui était un total échec financièrement, parce qu'on n'aime pas regarder les gens noirs, sans jambes
ou bras. Mais moi, j'adore ce livre. C'est un livre sur les victimes de minaudetés personnelles dans 5 pays. Avec la moitié du livre, c'est des textes où j'ai écrit comment c'était de traverser ces pays minés comme femme et de rencontrer ces gens qui étaient blessés à vie par ces minaudetés personnelles. C'est ça, ce livre. Après ça, il y a Haïti. Ça a commencé avec une commande d'Action contre la faim. Haïti, il y avait une liste de pays et Haïti était sur la liste. Et j'ai dit, je veux aller en Haïti parce que je n'étais jamais dans cette région du monde, la Caraïbe. Et dès que j'ai mis les pieds à Haïti, j'ai tombé amoureuse de Haïti. Je pense que c'est un pays qui laisse les gens pas indifférents. Vous le détestez ou vous l'adorez. Et moi, je l'adorais. Et donc, j'ai trouvé de l'argent pour continuer. C'est plutôt Paris Match qui a financé ce livre. Et j'ai travaillé 3 ans de plus pour faire du street photography, quelque chose que je fais très, très rarement. Mais tout ce livre, c'est de street photography. Je connaissais à peine les gens qui sont dans les photos. Je descendais tous les jours de où j'étais logée et j'ai photographié ce qui m'a inspiré d'être prise en photo. Ça aussi, c'était une commande de photographier 15 femmes françaises qui étaient abusées d'une manière ou d'une autre. Xavier Barral, qui était en vie à l'époque, il nous a fait le livre gratuitement pour que ça coûte rien, pour que les gens pouvaient se payer ce livre. Les textes sont des enregistrements des femmes qui racontent qu'est-ce qui les est arrivé et comment elles sont sorties après. Et les photos c'est pas des grandes photos, c'est des illustrations pour les textes plutôt. Après, il y a des aveugles qui est une photo poche grâce à Robert Delpire, un des très, très grands éditeurs, et qui adorait mon travail sur les aveugles et qui m'a toujours soutenu. Et il m'a proposé une photo poche qui vient d'être épuisée. Maintenant, c'est fini, cette photo poche. La deuxième photo poche, qui est le plus important, c'est une monographie où la photographe est le sujet du livre. Or, là, c'est le sujet du livre, c'est un sujet fait par un photographe. Il faut être vieille si vous faites une photographie, une monographie comme ça. Il faut avoir eu beaucoup de travail avant. Et c'est comme une sorte de rétrospective. Ce sont des petits livres que Delpire a inventés quand Mitterrand était élu et Jacques Lang était ministère de la Culture. Et il a demandé à Delpire, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a dit, je veux faire un livre qui est bien imprimé et que tout le monde peut acheter. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur le travail qui a mené à Rue des Lombards. Donc c'est le premier livre pour lequel on va passer un peu plus de temps. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Xavier Barral en 2011 et qui est donc, comme on l'a dit, une reprise du travail qui a été publié en 1991 grâce à un travail d'avocat fantastique. Et ce qui est important dans ce livre, je pense, c'est que déjà le travail en lui-même sur ces femmes, ces prostituées que tu as suivies pendant de nombreuses années, qui t'ont, tu le disais, aussi accueilli et qui est une facette de ton travail au long cours. Travailler avec un sujet, avec des personnes, t'immerger dans leur monde et voir leur réalité, la retranscrire de façon photographique. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ce travail-là, puisqu'après on parlera de comment le livre a été créé par Xavier à l'époque, et on montrera notamment des petits détails, petites subtilités graphiques et de fabrication qui donnent sa singularité au livre. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ce travail et comment tu as approché ces femmes et comment tu as travaillé avec elles? Alors, au début, je cherchais quelque chose à faire avec ma créativité et j'avais cette Nicormat. Quelqu'un m'a dit un bon appareil, c'est un Nicormat. Donc, j'ai acheté un Nicormat. Quand j'ai décidé, j'allais faire de la photo. Et la seule référence que moi j'avais dans la photo, c'était Diane Arbus. J'ai voulu copier Diane Arbus parce que j'adorais les gens qui étaient dans ces photos. Ces gens sont mes gens. J'étais toujours attirée par des gens un peu particuliers. Et j'ai commencé à aller dans les vernissages tous les mardis soirs à Paris, où j'ai pensé que j'allais trouver des gens intéressants. J'ai trouvé beaucoup de gens totalement ennuyeux, même s'ils étaient un peu exotiques avec leurs habits, pour la petite jeune et naïve américaine que j'étais. Et il y avait quand même une qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée. Et alors, tout de suite, j'ai dit, mais ramenez voir cette prostituée, parce que moi-même, j'avais vu les prostituées dans la rue,
chuchotant aux hommes qui passaient. Et j'avais beaucoup de questions. Comment elle arrive à faire ça? Pourquoi elle fait ça? Etc. Donc, elle m'a ramené 19 rue des Lombards. Et j'ai rencontré Blondine, qui est la figure principale de ce livre. Et je me souviens, on est allé en face dans un bar et on a bu du champagne, qui pour moi, c'était la chose la plus chic. Et j'étais très timide, je parlais pas bien français, et j'ai pas parlé. Et à un moment donné, Blondine a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite américaine? Elle parle pas. Et j'étais embarrassée parce que elle pensait que je l'aimais pas. Au fait, j'étais juste trop impressionnée par elle. Et au fait, je l'adorais déjà et j'ai su que j'ai voulu la photographier. Et donc, quand je suis quitté la rue des Lombards ce soir-là, je lui ai écrit une lettre. Et la lettre est publiée dans le livre. C'est un ami américain qui m'a aidé avec la lettre. Il est très mal écrit en français parce que lui, il parlait pas bien français. Donc, et Blondine m'a dit, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, viens me voir. Et ça a commencé comme ça. Et au début, je restais dans la rue parce que j'avais pas le courage de demander d'entrer dans l'immeuble. Et j'ai photographié que Blondine. Et peu à peu, il y avait certaines femmes qui me demandaient de les prendre en photo, ou moi, j'ai trouvé le courage de les demander, est-ce que je peux vous prendre en photo? J'ai eu énormément de refus, bien sûr, énormément. Mais quand même, j'étais là avec Blondine si longtemps, c'était pas plusieurs années, c'était 1 an, exactement 1 an. Et d'ailleurs, j'ai raté 3 nuits. Et 2 des 3 nuits, il y avait des choses extraordinaires qui s'est passées et j'étais pas là. Une fois, c'était un incendie et une autre fois, c'était un client qui est mort dans la chambre. J'ai raté les 2 trucs. J'ai suivi ce cours de laboratoire au Centre américain, comme Fabienne vous a dit. Et c'est par ça que j'ai rencontré Leonard Fried. Et c'est Leonard Fried qui m'a dit, il faut que tu entres dans les chambres avec la prostituée et son client. J'ai pensé qu'il était fou, c'était beaucoup trop dangereux. Et aussi, j'étais très pudique et l'idée m'embarrassait de me trouver dans cette situation avec le client et la prostituée. Mais je savais qu'il avait raison parce que la prostitution existe à cause de la demande des clients. Donc, finalement, j'arrivais à avoir le courage à demander à Blondine, écoute, j'ai besoin d'aller dans les chambres. Et un soir, elle m'a tapé sur l'épaule quand elle est montée avec un client et je l'ai suivie. Et là, je me suis trouvée, quand on est entré dans son studio, il y avait une petite salle de bain à droite et Blondine était avec le client et elle est entrée dans le studio et moi, je me suis bifurquée dans la salle de bain. J'avais très, très peur. J'étais en train de jurer contre Leonard Fried pourquoi j'ai suivi ce qu'il m'a dit de faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis bloquée dans cette salle de bain. J'avais vraiment très, très peur. Et Blondine, parce que c'était une très bonne prostituée, j'entendais, elle lui faisait une litanie de toutes les choses vicieuses qu'elle allait lui faire pour cet argent qu'il allait lui payer. Et à un moment donné, elle a dit, mon chou, je vais te mettre la mauvaise cagoule sur la tête. Parce qu'il paraît qu'une cagoule en latex, ça excitait sexuellement ces hommes. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que c'était un immeuble pour les clients masochistes. Et au fait, les prostituées ne couchaient pas avec ces clients. Elle les fouettait, elle les coupait avec les rasoirs, elle les a brûlés avec les cigarettes. Et ça, elles étaient payées un fric fou pour faire ces choses-là. Donc, j'ai entendu ce que Blondine était en train de dire, ce qu'elle allait faire à ce type. Et je regarde par la porte de la salle de bain, il y avait un miroir sur le mur, et je vois dans ce miroir une scène absolument extraordinaire, digne de Jean Genet, avec ce type à genoux, cagoulé comme ça, et Blondine avec son fouet comme ça. Et j'ai fait la photo. Et après, je tourne vers le studio, je pense que j'ai fait 2 photos de plus, et je me suis partie. Alors, quand je dis j'ai tout appris rue des Lombards, rue des Lombards était mon école de photographie. J'ai appris de ne pas être trop gourmande. J'ai appris de partir avant que j'avais un problème. J'ai appris d'écouter surtout. Vraiment, écouter peut te sauver la vie si tu fais des photos comme moi je fais.
J'ai appris d'avoir beaucoup de patience, beaucoup. Voilà, et d'avoir toujours un allié. J'ai toujours un allié. Dans Rue des Lombards, c'était Blondine, évidemment. Effectivement, c'est des motifs qu'on va retrouver dans tes autres séries et dans tes autres livres. Oui. Ce qui est important dans celui-ci, je pense, c'est aussi le traitement qui a été fait à tes images, qui est différent des autres livres qu'on vient de voir. Il y a des petits éléments très noirs comme ça qui rappellent l'atmosphère de l'immeuble et de ses studios. Et on tourne autour avant de rentrer effectivement avec toi dans les chambres. Ça, c'est le séquençage, c'est l'editing. Et il y a sur le coffret, enfin sur le fourreau et sur la couverture une impression très légère de motifs comme ça très typés et dans noir sur noir. Et est-ce que toi, tu sais d'où vient ce motif? C'est les rideaux, non? Non, alors ça c'est pour dire jusqu'à quel point Xavier Barral était un grand éditeur. Une fois, je suis allée au bureau, il n'était pas là. Et les filles ont dit, il est à Versailles. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fout à Versailles, tu vois? Qu'est-ce qu'il faisait? Il scannait le motif du mur du palais de Versailles. Et c'est ça qui se trouve sur le livre. Donc un motif versaillais sur le livre. Quel autre éditeur va faire ça? De la prostitution, c'est pas mal. Il était plus créatif que les photographes qu'il a publiés. Il était absolument remarquable. Ils s'en foutaient s'il y avait beaucoup de photos de la même fille. Même des fois, ils mettaient la même fille sur une page et une autre photo de la même fille sur une autre page. Il dit si la photo est bien, c'est dans le livre. Or, moi, j'avais fait très attention avec le petit livre au début de ne pas mettre trop de photos de Blondine, parce que j'ai voulu parler de tous les autres, etc. Toutes ces règles qu'il faut oublier, au fait, si tu fais un beau livre. Et Xavier les a oubliées. Et il a fait peut-être le plus beau livre que j'ai. Oui, un engagement total dans la production du livre et autant dans sa fabrication que dans sa conception éditoriale et artistique. Et oui, excusez-moi, je t'interromps, parce que c'est aussi grâce à Xavier que j'ai pu écrire le texte. Parce qu'il a dit au début, je veux faire un livre social. J'ai dit, OK, moi non plus. Et il a dit, je veux que tu écris le texte. J'ai dit, j'ai déjà écrit le texte. Il a dit, non, ça c'était pour l'autre livre, je veux pas ce texte-là. J'ai dit, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il a dit, non, tu as d'autres choses à dire. Je veux que tu réécris le texte. Donc, j'ai réécrit un texte. Je l'ai donné. Et quelques jours après, il m'a téléphoné et m'a dit, non, c'est mauvais, c'est pas ça que je veux. Continue. J'ai dit, je peux pas. J'étais dans un truc terrible parce que j'avais ma meilleure amie qui était en train de mourir avec le pire de toutes les maladies, la maladie de Charcot. Xavier savait que j'étais en train de vivre ça. Et finalement, j'ai dit, écoutez, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour le texte. Donc, il m'a proposé un écrivain. J'ai lu vite fait 2 ou 3 de ses livres. J'ai dit, c'est bon, demande-lui. Il a demandé, et heureusement pour nous, cet écrivain n'est pas répondu. Et le temps passe, le jour de la réveillon de nouvelle année, et mon amie Véronique nous avait quittés, c'était terminé, et je suis allée au bureau, et Xavier était là toute seule devant son ordinateur, comme une sorte d'animal dans la forêt. Il était très ours, Xavier Barral, et il regardait les photos. Et on a commencé à regarder les photos ensemble. Et de temps en temps, je disais quelque chose à propos d'une des photos, ou une fille dans la photo. Il m'a dit, mais tu n'as pas dit ça dans le texte. Et on continuait à regarder, et j'ai dit autre chose. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça dans le texte? Et ça continuait comme ça. Et finalement, j'ai dit, mais c'est ça que tu veux? Il a dit, oui. Pourquoi tu n'as pas dit tout ça dans le texte? Et alors, je suis rentrée chez moi, et j'ai commencé à taper à mon ordinateur le plus vite que possible pour que j'oublie rien. Et après, j'ai descendu dans la cave où j'ai tous mes petits cahiers, et j'ai trouvé les cahiers RDL, rue des Lombards. Et j'ai fait une réservation pour aller à Boston. Et je restais chez mon frère pendant 2 semaines et j'ai écrit le texte. Et j'ai envoyé à Xavier et il m'a répondu, c'est exactement ce que j'ai voulu. Et ça, c'est le texte qui est dans ce livre. Et ça aussi, c'est un éditeur qui encadre ses auteurs et qui les encourage et qui les pousse de faire mieux.
c'est intéressant aussi de parler de l'importance du texte dans tes livres, puisqu'ils sont tous accompagnés de textes et on reviendra un peu plus tard sur une de tes dernières publications dans laquelle tu as également écrit pour le livre Horses. On peut peut-être continuer avec une autre publication, une publication de 2022, Daria. Alors Daria, c'est le deuxième livre, hein, que nous avons fait ensemble. J'évoque brièvement le premier qui nous avait réunis et qui avait fait l'objet d'une exposition ici même à Arles, qui est Pigalle People, où après la prostitution rue des Lombards, tu t'étais immergé dans la communauté transsexuelle de Pigalle à la fin des années 80, 70, pardon, excuse-moi, oui, à la fin des années 70, et je voulais dire juste avant l'épidémie du sida. Donc pareil, même chose, j'ai envie de dire, compagnonnage, voilà, empathie, vie avec ces communautés et plusieurs personnages qui t'ont marqué, et déjà ce souci de poursuivre ensuite une relation aussi avec les personnes que tu photographies, qu'on va retrouver dans chacun de tes ouvrages. Donc voilà, Pigalle People. Et j'en viens au deuxième, qui est donc Daria. Daria, contrairement aux autres, c'est une immersion qui est peut-être un peu moins longue, puisqu'au départ, c'est un reportage qui t'envoie en Italie pour documenter un phénomène qu'on connaît assez peu en France, qui est celui des badanti. Les badanti sont les auxiliaires de vie en Italie. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 1 million. Voilà comment l'Italie a résolu la question de l'aide aux personnes âgées, à tel point même que Berlusconi, à un moment donné, va accorder un statut spécial à ces femmes qui sont souvent tu vas nous l'expliquer, des immigrés, et notamment de la communauté ukrainienne. Et c'est donc Daria, une femme à l'époque de 54 ans quand tu la rencontres et que tu choisis de la photographier, qui fait l'objet de ce livre. Ça, c'était une commande. Alors, c'était une des merveilleuses commandes que j'ai pu avoir par la ville de Bolzano. Et quand on a trouvé le badante, donc Daria et la famille, tout se passait par email. Moi, j'étais en France et ça se passait en Italie. Et à la fin, c'était entre deux badantes. Et ils m'ont dit, mais Daria, celle qui s'appelle Daria, elle s'occupe pas d'une personne âgée, mais 4. J'ai dit, je prends Daria, parce qu'elle doit être extraordinaire si elle s'occupe de 4 personnes âgées. Et elle était absolument extraordinaire. Elle vivait dans un petit appartement avec les 4 sorelles-là, 2 qui étaient en couche. Les 4 devaient être nourris à la petite cuillère. Daria était obligée de faire tout le boulot, toutes les courses, tout le côté médical, ou elle n'était pas du tout infirmière, nettoyage de maison, tout, absolument tout. Et même quand une qui était très malade était souvent hospitalisée, Daria était obligée d'aller à l'hôpital pour le nourrir à l'hôpital. Et donc, je suis partie à Bolzano, où j'ai passé une semaine avec Daria et les 4 sœurs. J'aurais voulu être logée avec elle, mais au fait, l'appartement était si petit, il n'y avait pas la place. Donc, j'étais dans un hôtel juste à côté. J'ai commencé très tôt le matin quand les sœurs se réveillaient et j'ai photographié tout ce qui se passait dans la journée. Après, la seule chose qui est un peu faux avec le livre, c'est qu'on a voulu aussi photographier la vie de Daria en Ukraine et la famille qu'elle a laissée derrière elle. Et normalement, elle allait le mois d'août. Et j'étais en train de travailler en automne. Et donc, on a changé pour elle d'aller en novembre ou décembre, quelque chose comme ça. En hiver, en tout cas. En hiver, yeah. Et il y a une partie au milieu la première partie, c'est en Italie. La deuxième partie, c'est en Ukraine, dans son village, avec ses 2 filles et son mari. Et avant ça, il y a une partie avec elle où elle met des bigoudis, elle prend un bain, elle a un peu de temps à elle-même. Mais même pendant ces heures de repos en Italie, elle travaillait chez une autre femme, une grande bourgeoise qui avait beaucoup de fric, parce que l'idée de Daria, c'était de gagner le plus d'argent que possible qu'elle pouvait envoyer en Ukraine pour son mari et ses 2 filles. Oui, parce que c'est un livre, je l'ai dit, sur
sur la question des personnes âgées, qui est quand même une question cruciale dans nos sociétés occidentales. Il y a des images qui sont difficiles à regarder, qui sont voilà, peu aimables. Là, tu n'éludes rien avec la photo. Je dis souvent que ce livre a quelque chose de très répétitif quand on le feuillette, parce que c'est Daria à chaque page. Voilà, Daria faisant la vaisselle, Daria faisant le ménage, Daria changeant les couches, Daria faisant la toilette, Daria donnant à manger à ses femmes. Et quelque part, je dirais cette sorte pas d'ennui, mais en tout cas de lassitude qu'on peut avoir comme ça en la voyant, c'est finalement, on se l'est dit ensemble en faisant la maquette, parce qu'au départ on s'est dit non, on va peut-être enlever des photos parce que c'est peut-être un peu répétitif, et puis d'un seul coup on s'est dit en fait la force du livre elle est dans la répétition, c'est-à-dire ce qu'on va éprouver en tant que lecteur en tournant ces pages et en voyant sans arrêt ça, en fait c'est ça le quotidien de Daria. Oui, parce que j'ai voulu que les gens qui regardent ce livre, du début jusqu'à la fin, sont si épuisés que Daria, quand elle a fini une journée de travail. Et c'est comme ça le livre est conçu, au fait. Et au-delà de ça, il y a la question de la migration, il y a cette question, je dirais, universelle des exilés, c'est-à-dire qui partent en pensant qu'ils vont revenir, qui commencent à envoyer de l'argent à la famille elle-même construit sa vie, hein, le mari de Daria et ses filles, quand elles rentrent, on le voit très bien, la maison elle a changé, et en fait elle n'est plus de là-bas et elle ne sera jamais non plus, voilà, en Italie. Et ça, c'est très beau et c'est très fort d'avoir réussi, dans un seul reportage sur un temps très court, finalement, à embrasser, je dirais, tous ces sujets très, très forts et très profonds, et une fois de plus, qui touchent beaucoup de gens à l'échelle du monde. Oui, et j'ai eu beaucoup de chance parce que Daria a un mari qui est resté avec elle, et il y a des couples qui se séparent. Il y a des badantes qui partent avec un Italien et oublient complètement leur vie en Ukraine. C'était pas le cas avec Daria. Elle avait ses 2 filles qui étaient teenagers à l'époque, des filles adorables qui adoraient leur mère, et la famille était soudée. Et donc, les familles redécoraient la maison avec une décoration absolument horrible d'ailleurs, mais qui coûtait une fortune, tous payés par le travail de badante. Le village où il y a 150 maisons, dont seulement 8 maisons avaient la plomberie, et c'était grâce aux badante dans ces familles-là où ils pouvaient payer la plomberie. Et là aussi, il y a un Voilà, texte qui est morcelé en... Voilà, il y a une petite sorte de chapitre avec Igor, le mari. Et après, quand on a visité, je suis allée avec elle, c'était un voyage de 38 heures, je pense que c'était en petit van. J'étais presque trop vieille pour faire ce voyage, c'était épouvantable. Quand on arrive en Ukraine et quand elle va voir son mari, là, elle est au cimetière, c'est très important. Sa sœur qui est morte à l'âge de 40 ans ou quelque chose comme ça, toutes les familles en Ukraine sont décimées par des maladies qui sont traitées ici facilement. Des maladies de reins, les maladies de cœur. C'est ça qui les tue en Ukraine parce qu'il ne peut pas les soigner. C'est ça qui s'est passé avec sa sœur. Alors j'ajouterais que quand on a sorti le livre en 2022, c'était le début de la guerre actuelle, et que je me souviens la première des réactions que tu as eues, c'était de savoir où était Daria, si sa famille allait bien. Et tu as réussi à la retrouver alors que plusieurs années s'étaient écoulées depuis le reportage. Oui, elle est toujours badante. Quand je l'ai trouvée, elle s'occupait d'un vieil homme. Mais sa maison, son village en Ukraine, c'est au contraire sur le plan. C'est sur la gauche. C'est pas où il y a la guerre maintenant. Mais on a vu avec les gens de Bolzano que si jamais vraiment ils sont en danger, moi je les prends. Je les prends ici et ils peuvent vivre avec nous à Quimper. Voilà, nous avons une petite maison à Quimper. On ne va pas la laisser comme ça. Juste, j'ajouterais qu'il y avait eu une première édition qui avait été faite en Italie au moment où tu avais fait le reportage, un peu comme Rue des Lombards. Et ça, c'est aussi une particularité qui témoigne aussi de ton opiniâtreté à ce que les choses existent et voilà, et qu'il faut montrer, parce que ça aussi, je pense que c'est un collector. On en vient maintenant sur un livre important, en tout cas il l'est à l'échelle de ta vie, puisque tu y as consacré 10 ans, qui est un livre que tu avais publié pour la première fois il y a 25 ans, à la fois en version anglaise chez Phaidon et en français chez Alma Michel, qui est Trop de peine,
Too Much Time en anglais, avec sous-titré Femmes en prison. C'est un livre, moi je te l'ai souvent dit, c'est un des livres qui m'a donné envie d'exercer ce métier d'éditeur photo. C'est, je dirais, un classique de la photographie documentaire. C'est donc 10 ans de ta vie consacrée à photographier les femmes en prison dans 9 pays d'Europe et aux États-Unis, dans des établissements pénitentiaires, des maisons d'arrêt jusqu'au couloir de la mort aux États-Unis. C'est un livre très particulier, c'est un livre où il y a beaucoup de textes, à la fois les tiens, où tu racontes cette expérience dont tu vas nous raconter ce qu'elle a généré, ce qu'elle a augmenté chez toi, et les témoignages aussi absolument... je ne sais même pas si bouleversant est le mot, mais voilà, totalement aussi déconcertant, tant parfois on a peine à croire que ces histoires ont pu exister. Et ce livre, en fait, était épuisé depuis plus de 10 ans. Et je te remercie d'avoir eu envie de le rééditer et de le rééditer avec nous. Et donc, cette réédition vient de sortir, pas tout à fait à l'identique. Il y a quelques textes en plus, quelques photos en plus. Et surtout, là, le texte est bilingue. La première question que j'ai envie de te poser, Jen, tu as souvent dit que tu as commencé par photographier une première prison. Très vite, tu as découvert voilà, l'étendue des drames de ces femmes qui sont souvent là à cause d'hommes qui les ont violentées et pour lesquelles elles ont elles-mêmes commis des actes de violence. Elles sont condamnées à des peines tout à fait injustes. Tu dis souvent que c'est la rage qui t'a poussé voilà, à faire ce travail. Est-ce que la rage suffit à tenir 10 ans et comment aujourd'hui tu regardes cette expérience oui, voilà, à l'échelle de ta vie. Comment, à la fois, je dirais, dans la compréhension du sujet, mais peut-être aussi dans ta photographie, dans ton approche, dans ton éthique. Qu'est-ce que tout ça a généré chez toi? Oui, le rage au début, le stupeur, l'étonnement de voir c'est comme ça. Après, énormément de boulot. C'est un travail énorme. Je pense que les gens se rendent compte le travail qu'il faut pour faire un livre comme ça. Toutes les autorisations d'entrer dans les prisons d'abord, qui étaient à l'époque absolument, et tout, maintenant encore pire. Tout se passait par fax. Et j'étais sur mon fax tout le temps parce que s'il m'a répondu oui, on va vous laisser entrer, il fallait répondre tout de suite parce qu'au fait, il veut jamais les journalistes en prison. Et si tu perds le fil, si tu attends trop longtemps et tu réponds pas, c'est fini. Il faut recommencer tout. C'était peu à peu. Et au fait, j'ai fini en faisant 40 prisons en tout, inclus le couloir de la mort où il y a 2 femmes condamnée à mort, dont une est sortie depuis que le livre a été publié. C'était le seul happy ending que j'ai quand une de mes femmes condamnées à mort était libérée. Mais c'était absolument passionnant. Moi, je trouve le crime fascinant. Peut-être tout le monde ne trouve pas le crime fascinant, mais je pense que beaucoup de gens trouvent le crime fascinant. Et si vous plongez dedans et vous parlez avec les gens qui sont directement concernés avec un crime ou un autre, ça te remporte beaucoup, beaucoup. Au début, j'avais... Le ministère de la Justice était derrière. Ça a commencé par une commande. Et c'est ça que le ministère de la Justice français. Oui, et c'est comme ça que je pouvais entrer. C'était pour un livre qui s'appelle 3 jours en France. Si vous êtes âgé, vous vous souvenez de ce livre. C'était pour le bicentenaire de la France. Et il y avait une centaine de photographes qui étaient invités et il nous a dit, dis-nous ce que vous voulez vraiment photographier. Parce que le président de la République était derrière le livre, etc. Et moi, j'ai écrit prison sur le papier. J'avais moi-même même pas pensé aux femmes en prison parce qu'on ne voyait pas des photos de femmes en prison. Moi, j'avais cette image d'un homme derrière les barreaux, un peu comme ça. Et le ministère de la Justice était derrière, il surveillait tout et il disait, parce que Jane Evelyn Atwood est une femme, on ne peut pas le permettre d'aller dans une prison d'hommes. On va le mettre dans une prison de femmes. Et crois-moi, il regrette cette décision jusqu'à aujourd'hui, je pense. J'étais très déçue. J'ai pensé, ils vont me caser dans une prison où il n'y a rien qui se passe. Ils m'ont mis dans une toute petite prison à Toulon avec 8 femmes.
je me souviens, j'ai téléphoné à Robert Pledge, le directeur de mon agence, et je me suis plaigné. J'ai dit, ça va être nul. Il me met là parce que rien ne se passe et tout. Mais j'étais une professionnelle, donc je suis descendue et j'ai commencé à faire des photos dans cette prison qui était peinte pour mon arrivée. Ils ont peint avec des couleurs très jolies. Et quand j'ai parlé avec ces 8 femmes, et quand j'ai écouté leurs histoires, à la fin de cette journée, j'étais complètement bouleversée et je me suis dit, personne ne parle de ça. Il faut que je parle de ça. Qu'est-ce qu'il y avait qui a fait que ces femmes arrivaient à la porte d'une prison? Personne ne parlait de ça. Et là, j'ai fait la demande de continuer. Mon travail a été publié dans 3 jours en France. Tout le monde était content. Je n'avais pas fait des visages. J'ai obéi le ministère de la Justice, etc. Mais dans le foulée, j'ai demandé aux 8 femmes si j'avais eu l'autorisation de vous de photographier des visages, combien de vous auraient été d'accord d'avoir votre visage dans mon livre? Et 6 des 8 disaient ils auraient signé pour que leur visage soit dans le livre, tu vois. Et donc, j'ai commencé à travailler pour moi-même. Cette fois-là, j'ai refait ma demande. Le ministère de la Justice, qui était contente avec 3 jours en France, disait OK. Il m'a filé 8 prisons, maisons d'arrêt, centre de détention, centre pénitentiaire, tout mélangé. Et j'ai commencé les prisons en France. Et là, à cause de mon avocat, j'ai fait signer les détenus si elles voulaient être photographiées. Et pour ce livre, il fallait faire très attention parce qu'il y avait beaucoup de filles qui disaient non, je ne veux pas être photographiée. Lundi et mercredi, elles disaient oh Jane, j'ai changé mon avis, je veux être photographiée, je veux être dans ton livre. Alors moi, en tant que photographe, qui faisait un sujet qui était tellement délicat et que j'étais responsable de ces photos, mais aussi de ces jeunes filles qui vivent dans une bulle quand elles sont en prison. Elles ne réfléchissent pas à ce qui va se passer plus tard quand elles sortent. J'ai dit, écoutez, si vous avez une grand-mère en Ardèche ou quelque part comme ça, il faut pas que elle ne sait pas que vous êtes en prison, il faut que vous signez pas et que vous soyez pas dans mon livre. Parce que je ne voulais pas qu'elle ait un problème et je ne voulais pas que moi j'ai un problème non plus. Et ça a pris énormément de temps, d'être sûr que tout le monde qui est dans le livre a signé une autorisation et qui était d'accord d'être publié. Et puis, il y a une photo dont j'aimerais qu'on parle, et puis ensuite on passera à un autre livre. Elles ne sont pas si fréquentes, les photos qui, au 15e siècle, c'est joli, comme lapsus, au 20e siècle, ont changé la loi. Je te laisse parler d'une photo qui a contribué à changer la loi aux États-Unis, ce qui n'est pas rien, et en Angleterre. Je te laisse raconter cette photo de l'accouchement. De l'accouchement, oui. La photo où une femme accouche menottée. Ça arrivait comme ça en France, comme ça arrivait comme ça aux États-Unis. En France, vous n'aurez pu jamais la photographier. Il ne vous permettrait pas de photographier ça. Moi, j'entrais dans une maison d'arrêt en Alaska. La fille était enceinte. Il y avait toujours dans chaque prison où je passais 2 ou 3 femmes qui étaient enceintes. Mais j'aurais pu jamais organiser ma venue pour l'accouchement. C'était quasiment impossible de faire. Cette fille-là, elle était d'accord d'être photographiée. Elle était 7 mois enceinte. Elle a signé une autorisation. J'ai fait un tas de photos. J'ai photographié d'autres filles. Je rentrais dans mon hôtel. Et le lendemain, quand je suis retournée à la prison, elle n'était pas là. Et l'administration a dit, elle accouche prématurée. Elle a perdu des os. Elle est à l'hôpital. Et donc, j'ai filé à l'hôpital. Elle était toujours d'accord d'être photographiée. Et je l'ai photographiée. Et j'ai fait cette série de photos, voilà. Dans le premier livre, c'est peut-être intéressant de montrer le premier livre. J'ai fait l'erreur de tomber dans l'anecdote. J'ai 3 photos qui traversent les 2 pages. Mais pour cette édition, j'ai éliminé 2 photos et j'ai mis le plus fort comme une double page. Ça, c'est un des changements avec ce livre. Et il y a une autre photo où elle retourne dans sa chambre, entravée aux pieds, menottée, avec un gardien avec un pistolet et un autre gardien qui reste dehors de sa chambre avec la chambre ouverte, la porte ouverte. C'était un hôpital de la ville, un hôpital pour tout le monde normal, comme vous, comme moi. Et cette fille, traitée comme ça, c'était absolument dégradant. Quand j'ai publié cette photo et quand j'ai publié la photo des filles dans les cages en Russie,
pour une soi-disant promenade, 20 minutes dans les cages dehors comme des chiens. Amnesty International m'a téléphoné tout de suite et m'ont demandé est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai comme ça dans cette prison? On a eu une longue conversation, j'ai dit c'est tout à fait vrai et ils m'ont dit on va inspecter cette prison à cause de ces photos-là. Comme quoi, des fois, des photos peuvent avoir un vrai retour. Un vrai impact, oui. Et tu as continué d'avoir, à la fin du livre, on cite quelques correspondances. Là encore, hein, cette relation au long cours, parce que je pense que tu as bouleversé et sans doute accompagné ces femmes dans ce qu'elles vivaient de plus douloureux. Et tu as entretenu des correspondances avec elles pendant de longues années. Et ces correspondances, je le disais à Jordan avant cette rencontre, voilà, pourraient faire presque un livre, elles aussi, tant elles sont intenses et qu'elles nous plongent au cœur de ce qu'il y a de plus, voilà, à la fois de plus sombre et de plus vital dans la nature humaine. On va parler maintenant d'un sujet, voilà, peut-être voilà, moins, moins lourd et qui est aussi un sujet que beaucoup, je pense, beaucoup de personnes ne savaient pas que tu nourrissais une passion pour les chevaux, tout à fait. C'est intéressant de terminer sur ce livre-là parce que je pense que c'est probablement le plus surprenant dans tous ceux qu'on a montré par le sujet, puisque on connaît donc maintenant ton travail très humain, très proche des gens, souvent dans des situations difficiles. Il se trouve que tu as une autre passion et un autre travail au long cours qui a animé ta vie, qui est l'amour des chevaux et l'intérêt que tu as pour les chevaux. Il y a quelques années, tu es venu, donc vous aviez été encore vivant, c'était il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, et nous as amené au bureau ton travail et tes tirages, le tirage que tu avais fait sur les chevaux. On a commencé à creuser, le projet s'est été mis en pause, et on a repris il y a quelques années, et on a essayé de comprendre, nous, à l'atelier UXB, qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ça, qu'est-ce qui t'intéressait dans les chevaux, et qu'en fait, comment on faisait un livre sur ce sujet-là aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça, puisqu'après, il me semble que dans ce livre-là et dans cette série-là, il y a des réponses photographiques et une recherche aussi plastique et graphique qui est très forte, qu'on a essayé de retranscrire dans le livre, mais qui en fait, qui est aussi un aboutissement, qui est aussi qui dit beaucoup de choses sur tes autres travaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet-là? Mais c'était un sujet évident pour moi, mais je n'avais jamais pensé de le faire. Je pense que c'était important pour moi de faire tous les autres sujets, de me débarrasser de ces choses-là. J'avais besoin de les faire, mais j'avais besoin de me débarrasser en forme de livre. Je pense que j'ai fait une confusion tout à l'heure, mais bon, ça ne va rien. Avec Véronique. Yeah. Quand j'ai perdu ma copine Véronique, et j'étais complètement dévastée, et j'ai pensé que je ne vais plus faire de la photo. Je pensais que la photo était finie et que peut-être même j'allais partir aux États-Unis parce que je ne pouvais pas penser que j'allais vivre en France avec tout ce que Véronique voulait dire pour moi, avec mon travail, elle était très intégrée avec mon travail et tout ça. Et des amis proches disaient, fais pas de décisions, des grandes décisions comme quitter la France maintenant, vous êtes trop fragile, il faut attendre. Un peu de temps après ça, j'ai eu une commande. C'est ça? Oui, une commande avec une résidence en Bretagne. Et j'ai rencontré la personne avec qui je suis maintenant, Sylvain, et il m'a ramené sur l'île de Ouessant. Et sur cette île, il y avait 2 chevaux. Et naturellement, j'ai commencé juste à faire des snapshots de ces 2 chevaux. Et à un moment donné, il y avait comme une ampoule dans ma tête qui s'est allumée. Et je me suis dit, pourquoi je ne fais pas ça comme sujet? Et ça y est, la photographie est revenue, la photographie m'a sauvée.
Et j'ai commencé ce sujet qui m'a mis 4 ans et demi sur les chevaux. Dans ce sujet, dans ces 4 ans et demi, tu es parti à plusieurs endroits dans le monde pour photographier des élevages, des chevaux sauvages. Il y a des endroits, notamment l'endroit où travaille Bartabas, Zingaro, où tu photographies des chevaux. Ce qui est intéressant de parler, ce dont il est intéressant de parler, c'est qu'est-ce que tu cherchais avec cette photographie. Et il me semble que dans beaucoup de photographies, ce ne sont pas les chevaux eux-mêmes. C'est qu'il y a parfois de très belles métaphores sur la liberté, sur le paysage. Il y a parfois une recherche formelle très forte sur la matérialité, sur la texture de ces animaux, des endroits qui l'entourent. Et il y a parfois aussi une recherche très photographique avec une composition très forte, un noir et blanc très appuyé, qui est aussi ta marque, je dirais ta marque de fabrique, qui est quelque chose qui te suit. Comment est-ce que tu as cherché, qu'est-ce que tu as cherché en fait dans ce travail? Well, d'abord, on avait l'embarras du choix parce qu'il y a des chevaux partout. La chose, c'était... Donc, j'ai demandé à entrer dans les endroits qui avaient des chevaux qui m'attiraient. J'aimais beaucoup les chevaux de trait, par exemple, mais je ne voulais pas faire un livre que avec les chevaux de trait. Et évidemment, j'allais aller en Mongolie parce que Mongolie, c'est tellement connu pour leurs petits chevaux. Donc, j'ai commencé avec ça. Et Bartabas, c'était évident. Et d'autres écuries comme ça. Mais j'ai photographié les chevaux comme je photographie des gens, en fait. Il fallait trouver l'endroit. Il me laissait entrer, mais il ne comprenait pas pourquoi j'ai voulu rester un jour entier dans le même box avec un seul cheval. Il fallait les convaincre que c'était pour le travail et qu'il fallait que je traîne avec ces chevaux, que je sois dans le champ avec ces chevaux pendant au moins une semaine, si je pouvais, etc., etc. C'était ça, il fallait l'expliquer. Parce qu'il fallait pas faire un livre de sport ou un livre genre calendrier ou des choses comme ça. Parce que les chevaux, c'est un sujet un peu bâtard. C'est tellement vu. C'est comme des photos en Afrique. On a tellement vu. Tu peux pas faire un truc qui est habituel. Autrement, tu te casses-gueule. Il fallait vraiment faire un livre pensé, que vous avez très, très bien fait, avec un design un peu particulier. Vous m'avez dit que vous m'avez donné le designer qui fait 70% des livres de Xavier Barral. Et elle a fait 3 choses que je trouve absolument géniales avec ce livre. D'abord, tous les doubles pages. Il n'y a que des doubles pages dans ce livre. La couverture aussi, absolument merveilleux. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle va mettre sur la couverture, parce que ça, c'est casse-gueule aussi. Et ça, c'est une couverture très, très différente. Voilà. Et aussi, la page de titre, Au milieu. c'est au milieu. C'est pas au début, c'est pas à la fin. Il faut être plongé dans 40 pages de chevaux avant que vous arrivez à la page de titre. Ce qui est intéressant de travailler avec toi là-dessus, et peut-être pour dévoiler aussi un peu le processus de travail qu'on a mis en place ensemble, c'était de réceptionner tes images, de te faire parler, de comprendre pourquoi tu avais fait ce travail, et de réussir à créer une narration un peu particulière, un peu différente, et de créer un rythme propre au livre, avec donc des toutes petites images sur un fond blanc qui viennent chapitrer un peu le récit, et puis donc ces images en double page à bord perdu, donc sans marge, qui donnent une intensité assez forte au livre, et changer effectivement quelques codes, notamment les pages de titre et de texte qui sont en plein milieu du livre, et non pas au début ou à la fin, et d'avoir une couverture qui fait un peu le contre-pied du livre, et qui n'est pas une couverture photographique, mais qui serait comme une sorte de griffonnage ou un tout petit dessin qui nous rappelle tout de suite le sujet. Ça, c'est un livre qu'on a sorti à l'automne 2024, et qui clôt notre discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à Jane Evelyn Atwood, c'est le moment. Et bien, dans ce cas, nous avons terminé, et Jane va donc signer quelques livres juste après, si certains d'entre vous intéressent. Merci à tous d'être venus. Merci Jane.
Il va venir avec un papier. Il y a 5 ou 6 photos de plus. Il y a 2 textes de plus à la fin, une de Fabienne, une de moi-même. La couverture est différente et c'est en anglais et français dans la même édition. C'est mieux. Oui, me demander de. Je signe pour vous. Oui, pas de Merci. Oui, sinon on a Sarah, il n'y a pas de problème. Je vous assure qu'on bien sûr, sans problème.